Bonjour à tous, je suis Lise Barcellini. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Il y a encore du taf, c'est le podcast qui décode comment l'intelligence artificielle change nos métiers et nos façons de travailler. Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec Olivier Dury, psychologue clinicien spécialisé dans les nouvelles technologies. Avec lui, on se demande si l'IA pourrait bientôt remplacer notre psy. Quel risque il peut y avoir à se confier à des robots conversationnels et si on peut devenir accro à ChatGPT. Vous verrez aussi qu'Olivier Dury utilise l'IA dans certaines de ses séances. Il nous expliquera comment et pourquoi. C'est un épisode qui devrait vous donner à réfléchir sur la place que l'IA commence à prendre dans nos vies. Je compte sur vous pour me faire part de vos commentaires, de vos témoignages, pour partager l'épisode avec vos proches et pour me mettre plein d'étoiles. Cet épisode bénéficie du soutien de Rocket Academy, l'école fondée par Cyril Pierre de Guéillère, l'invité de l'épisode 1. Je vous recommande leur formation au Prompt Engineering. Ça dure 2 jours et c'est vraiment utile pour apprendre comment bien utiliser l'IA dans vos tâches professionnelles. Si vous dites que vous venez de ma part, vous aurez une promo. Pour cela, n'oubliez pas de donner le code. Il y a encore du taf. Bonne écoute! Bonjour à vous Olivier, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Ça va bien, je suis chez le psy, puisque je suis chez vous actuellement, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie qu'on s'entretienne pour cet épisode. Vous êtes donc psychologue clinicien, docteur en psychopathologie. Vous bossez en cabinet, en libéral, mais également en hôpital de jour pour des enfants et des adolescents. Et vous êtes spécialisé, Olivier, dans les nouvelles technologies, dans leur usage et leur impact. On est donc au bon endroit parce qu'ensemble, pendant une trentaine de minutes, on va parler de notre rapport à l'intelligence artificielle et ce que ça change pour vous, cette intelligence artificielle générative, dans votre pratique au quotidien en tant que psy. Est-ce que j'ai tout bon ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette courte présentation? Non, pour l'instant tout va bien. Tout va bien. Alors, c'est parti. On est donc jeudi, il est un peu plus de 15h. Et pour commencer cette conversation, j'aimerais bien vous demander si vous, Olivier, vous avez utilisé l'IA depuis ce matin, depuis votre réveil, que ce soit d'ailleurs dans votre sphère professionnelle ou même dans votre sphère quotidienne, personnelle. Dans la sphère professionnelle, non. Dans la sphère quotidienne, oui. Je m'en sers assez régulièrement. Donc aujourd'hui, c'était pour je prépare un jeu de rôle avec des copains et je voulais faire des visuels pour mes personnages. Et du coup, je n'avais pas envie de dessiner moi-même parce que j'ai pas assez de talent. Et donc, vu que c'est pour une partie entre copains, j'ai créé moi-même mes personnages. D'accord. Ça vous apporte quoi dans votre vie quotidienne d'utiliser l'IA? Ça va dépendre. Très souvent, ça va m'apporter soit un peu une aide comme Google me l'apporterait, comme l'autre jour, j'avais besoin de savoir à quel moment je devais arroser mon rhododendron et je suis nul là-dedans. Et donc, plutôt que de chercher sur Google et de trouver le site, j'ai demandé à ChatGPT en envoyant une photo. Ça m'arrive des fois sinon de vouloir, comme je disais, créer des visuels pour des jeux que je fais entre amis ou autres. Ça peut m'arriver pour écrire un mail professionnel que j'ai pas envie d'écrire. Donc pour des petites tâches, souvent soit que je ne peux pas faire moi-même parce que j'ai pas le niveau, soit pour des petites tâches un peu fatigantes qu'on n'aime pas trop faire, quoi. Ok, donc ça vous aide, c'est un gain de temps et puis ça vous soulage des tâches qui vous plaisent pas trop. C'est ça, c'est un peu un assistant au quotidien. Moi, je m'en servirais un petit peu comme certains vont se servir de la fonctionnalité OK Google sur leur téléphone ou des choses comme ça, quoi. Donc une sorte d'assistant personnel. Vous avez vraiment une appétence pour les nouvelles technologies. Il y a l'IA maintenant, mais depuis des années, vous êtes spécialisé là-dessus. C'est ça. Moi, j'ai toujours été intéressé par la question des nouvelles technologies. J'ai commencé beaucoup par m'intéresser aux jeux vidéo et du coup aux impacts qu'ils peuvent avoir sur les joueurs, mais également à l'usage qu'on peut en faire en thérapie. Et après, je me suis aussi intéressé à la question des réseaux sociaux. Puis j'ai fait ma thèse sur les robots et les robots sociaux, plus exactement. Et là, aujourd'hui, je bosse pas mal sur la question de l'intelligence artificielle générative.
Ce sont les robots qui sont justement faits pour interagir avec vous. Donc à la différence des robots type machine-outil qu'on peut avoir dans les usines qui vont fabriquer des voitures par exemple. Donc ces robots qui vont peut-être parler avec vous, avoir un semblant de vie autonome, pouvoir chercher à travailler dans une interaction ou autre. Et c'est ceux qui sont utilisés en tout cas dans la recherche, dans la thérapie, notamment la thérapie des sujets présentant un trouble du spectre de l'autisme ou de personnes avec maladie d'Alzheimer. Justement, on va en reparler en deuxième partie de cette conversation sur comment vous utilisez actuellement l'IA dans certaines de vos séances, dans certaines formes de thérapie. Mais pour ce début de conversation, actuellement, en 2025, selon plusieurs études, la première utilisation de l'IA par les usagers comme vous et moi, c'est justement de faire appel à un compagnon virtuel, à un thérapeute. Comment vous voyez ça en tant que psy de chair et d'os? Ça m'attriste. Et ça m'attriste parce que je juge pas du tout les personnes qui vont communiquer avec l'IA en cherchant justement un compagnon type thérapeute. Ça m'attriste parce que je me dis que ça prouve bien que le monde de la santé mentale va mal. Et d'ailleurs, en fait, quand vous regardez, c'est pas la France le pays qui est le premier impacté, c'est notamment les pays anglo-saxons qui sont justement les pays qui vont le plus mal d'un point de vue santé mentale. Il y a qu'à regarder le film Joker qui est excellent et qui montre à quel point la folie est très 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 mal prise en charge aux États-Unis. Et en fait, le truc, c'est que quand vous regardez un petit peu, si les gens pouvaient aller voir un psy, si les gens avaient soit les moyens, soit les accès aux CMP, donc les centres médico-psychologiques, vous savez, qui permettent de recevoir gratuitement n'importe qui, si les gens étaient un peu plus alertés sur les différents dangers qui peuvent exister, sur les différents signes, si l'accompagnement était offert à tous, on n'aurait pas besoin de s'inquiéter sur l'arrivée des IA parce que les gens n'en auraient pas besoin. Et du coup, en fait, la demande de communiquer avec une intelligence artificielle générative pour compenser vient plutôt révéler le fait que ça va pas très bien aujourd'hui et qu'il y a de moins en moins de gens pour le recevoir, quoi. Chez vos patients, il y en a qui ont testé ce genre de thérapie via IA? Non, j'ai des patients qui servent de l'IA générative, notamment, par exemple, encore une fois, pour écrire des mails ou pour faire du code parce qu'ils sont informaticiens, peu importe. Mais c'est une question qu'on m'a souvent posée quand je suis interviewé là-dessus et à chaque fois je réponds la même chose. Je réponds, vous savez, quand vous avez déjà un psy qui est là pour vous, vous n'avez pas besoin de vous adresser à une IA générative en tant que psy. Parce que de toute façon, elle n'écoute pas comme un psy, elle n'est pas présente. Faut savoir que votre psy, il vous reçoit pas uniquement dans son cabinet une fois par semaine ou moins, et que en dehors, il n'existe pas. Mes patients, ils peuvent m'écrire, ils peuvent m'appeler quand ça va pas ou des choses comme ça. Alors bien évidemment, je suis un humain, je suis pas une intelligence artificielle, donc ils savent que je mets des fois 24 heures à répondre à mes textos. Mais en tout cas, ils savent qu'il y a une écoute, qu'il y a quelque chose qui est là. Et donc en fait, généralement, quand on est suivi, on n'a pas besoin ensuite d'aller parler à un robot parce que on sait déjà qu'une écoute existe, quoi. Ok, mais du coup, cet engouement, même s'il n'y en a pas dans vos patients, dans votre entourage, ou ce réel engouement pour une thérapie via IA, vous l'entendez ou c'est que des études? Vous pensez que c'est une réalité? Je pense en fait que les études sont en train de nous montrer qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à se servir de ces outils pour communiquer avec, mais je pense vraiment que les personnes qui communiquent avec ne sont pas des gens qui vont chez le psy, ne sont pas des gens qui sont reçus dans un espace où ils peuvent s'exprimer. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que ça vient surtout révéler en fait un grand manque d'accès aux soins. Quand vous savez qu'aujourd'hui, il y a 1 an à 2 ans d'attente pour pouvoir être pris en charge dans un CMP, ça montre quand même qu'il y a un besoin. Et donc forcément, les gens vont essayer d'aller chercher ailleurs, là où un semblant de réponse leur est donné. Vous nous rappelez ce que c'est un CMP? Centre médico-psychologique, c'est un endroit où vous pouvez être reçu gratuitement par des psys ou des orthophonistes ou des psychomotriciens, peu importe, et justement avec un vrai suivi pluridisciplinaire et où vous n'avez pas besoin de payer. À votre avis, vous qui avez beaucoup travaillé sur nos rapports aux nouvelles technologies, au numérique, etc., est-ce qu'il y a un risque à ce qu'on développe une addiction envers les robots conversationnels? Comme des fois, on a très très envie de voir toujours la même personne. On lit pas mal de choses sur des gens qui sont tombés amoureux de
de leur robot conversationnel. C'est quoi votre regard de psy là-dessus? Alors, on parle pas d'addiction, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Le terme addiction, aujourd'hui, on en parle partout et à toutes les sauces, et en fait, c'est un peu plus complexe, parce que on se rend compte que, d'un point de vue purement nosographique et scientifique, aujourd'hui, il n'y a aucun manuel de diagnostic qui va vous parler d'addiction aux écrans, d'addiction au smartphone, d'addiction à Internet ou autre. L'addiction, la seule qui aujourd'hui est en débat, c'est l'addiction aux jeux vidéo, depuis que la classification internationale des maladies, donc celle qui est faite par l'OMS dans sa version 11, a fait rentrer en fait une ligne pour le trouble du jeu vidéo qui est rentré dans les addictions comportementales. Mais il faut savoir que ce sujet est encore en débat et qu'il n'y a pas de consensus chez les chercheurs et les cliniciens. Donc en fait, déjà de base, le terme addiction est en lui-même questionnant. Donc on va pas pouvoir parler d'addiction face à une IA ou face à un robot. Par contre, en effet, ce qui peut être problématique, c'est justement cette espèce d'illusion que la machine va donner, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la première, ça va être déjà le fait de vous garder comme utilisateur. Vous savez, un peu donc ce que certains vont appeler la captologie, l'économie de l'attention ou autre. Comme par exemple Netflix qui va faire en sorte que l'épisode suivant se lance directement sans que vous ayez à regarder le générique pour faire en sorte que vous restiez plus longtemps. Comme Snapchat qui va utiliser le système des flammes pour vous obliger à vous reconnecter tous les jours pour vous envoyer des flammes. Ou comme si on se détache de la culture des écrans, Ikea va faire pour qu'il n'y ait pas de fenêtre ni d'horloge dans son magasin pour que vous voyez pas le temps qui passe. Et donc ça, en fait, ce sont des techniques marketing qui sont utilisées, qui sont pensées, qui sont réfléchies pour pouvoir capter l'attention de l'utilisateur, le maintenir le plus possible et faire en sorte du coup qu'il continue à consommer. Alors ça déjà, avec les IA, les robots ou autres, on a toujours ce risque-là parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces outils-là sont créés par des entreprises qui sont baignées dans un système capitaliste qui justement lui-même cherche à vendre et à capter les individus. Et donc il y a déjà un risque que tout soit fait pour qu'on reste. Et après il y a d'autres risques aussi qui sont le fait que la machine en fait nous donne l'impression de se soucier de nous. Vous voyez par exemple, très souvent on va créer des outils qui vont jouer sur notre tendance à l'anthropomorphisme. Ça veut dire par exemple qu'on va créer la voiture Twingo avec des phares mignons pour qu'on ait l'impression qu'elle est un gentil regard mignon et qu'elle nous touche. On va créer des outils qui vont faire que nous, déjà de base, on va avoir une tendance à leur prêter une émotion, des sentiments ou des choses comme ça. Si ma voiture ne démarre pas un matin, je vais lui dire non, s'il te plaît, me fais pas ça ce matin. Et le truc en fait, c'est que là, on arrive à un stade où les machines elles-mêmes en fait vont commencer à nous répondre et vont commencer à nous donner l'illusion qu'elles peuvent recevoir nos messages et qu'elles peuvent aussi communiquer avec nous. En plus, de manière des fois assez marquante. ChatGPT, par exemple, n'écrit pas en un bloc de texte, il écrit mot après mot, comme si quelqu'un tapait derrière le clavier, et ça donne encore plus l'illusion que quelqu'un communique avec nous. Et donc c'est là aussi où il faut faire attention et que plus tard il puisse y avoir vraiment un cadrage éthique de ces outils-là, parce que entre le fait que les outils peuvent être menés pour nous mener en bateau, récupérer nos données personnelles ou des choses comme ça, en plus de ça ils sont faits pour nous donner l'illusion qu'on peut s'accrocher à eux. Et imaginez que vous êtes quelqu'un qui a déjà des difficultés pour pouvoir interagir avec les autres, pour être en lien ou autre, qu'on vous fasse croire que la machine, elle, peut venir combler ce manque ou le compenser, c'est ultra déconnant d'un point de vue éthique et c'est même dangereux. Vous avez dit beaucoup de choses, Olivier Dury. J'aimerais bien revenir sur cette idée que ça nous donne l'illusion que ce robot est une personne humaine et bien rappeler aux auditeurs que l'IA jamais, dans aucune situation, ressent des émotions, a de l'empathie. Voilà, l'IA, ce n'est pas une personne, c'est juste des données. Je voulais vous faire réagir aussi sur cette étude qui a été produite par Visa. Wiza, je sais pas comment ça se dit, c'est une plateforme de thérapie. Oui, mais je sais pas comment ça se dit. Donc WYSA. Selon eux, il faut moins de 5 jours pour un utilisateur quotidien pour développer un lien affectif avec l'IA. C'est une plateforme qui propose de l'écoute thérapeutique, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets. Donc on en revient à cette question que ça crée du lien, une illusion de lien entre l'utilisateur et la machine. Qu'est-ce que ça comporte comme risque pour la santé mentale des utilisateurs de ce genre de robot ?
Vous savez, en vrai, hein, si une IA réussit à remplacer un psy, c'est juste que le psy est très mauvais, en fait. Hein. Ce que vous racontez est intéressant parce que c'est un truc qui date d'il y a très longtemps, en fait. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet ELISA, qui date des années 60. Et l'effet ELISA, donc, c'était Joseph Weizenbaum qui, en 64, je crois, si ma mémoire est bonne, avait créé une intelligence artificielle qui simulait un thérapeute rogérien. Donc pour faire très simple, l'intelligence artificielle, elle était là pour tourner sous forme interrogative les phrases que l'utilisateur lui écrivait. Je vais pas bien aujourd'hui, pourquoi ne vas-tu pas bien aujourd'hui ? Je vais pas bien parce que ma mère ne me parle plus, pourquoi ta mère ne me parle plus ? Enfin j'exagère un peu mais voilà. Et en plus ce qui était rigolo, c'est que l'intelligence artificielle était programmée pour que lorsqu'elle ne savait pas quoi répondre, elle disait je comprends. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que Weizenbaum s'est rendu compte que les étudiants qui bossaient sur le programme ELISA se sont mis en fait à s'attacher à ce programme et à raconter des choses de plus en plus intimes et eux-mêmes dire qu'ils avaient en fait une accroche. Et il a dit une phrase, alors j'ai plus la phrase exacte, mais qu'on pourrait résumer en disant je n'aurais jamais cru qu'une intelligence artificielle aussi basique ou qu'un programme aussi basique pourrait rendre délirant des gens pourtant sains d'esprit. Et c'est intéressant même de voir que le programme ELISA, en plus, c'est pas n'importe quel utilisateur, puisque c'était les gens qui bossaient dessus, donc qui étaient conscients que c'était un programme. Et ça, c'est très important, parce que il faut bien comprendre que même si moi je fais partie de ceux qui expliquent qu'il faut dès le début expliquer comment fonctionne un programme, un algorithme ou autre, en faisant des ateliers programmation à l'école ou des choses comme ça permet en effet le côté, vous savez, un homme averti en vaut deux. On est moins victime de la machine quand on sait comment ça fonctionne et quels en sont les rouages. Mais quand bien même, ça n'empêche pas le risque. Et parce que, tout simplement, quand une machine est... on a besoin des fois d'être écouté. Et il y a des personnes, vous savez, qui vont chez le psy juste parce qu'ils ont besoin d'être entendus, parce qu'il y a personne qui les écoute autour. Et quand vous avez personne qui vous écoute, et que vous avez une intelligence artificielle ou un robot qui, justement, vous donne l'illusion de vous écouter, ça peut des fois faire du bien. Et en fait, l'accroche va venir parce que, en face de nous, on a quelque chose qui a l'air d'être dans une position d'écoute et qui, en plus, nous répond des choses qui sont, entre guillemets, pertinentes. Entre guillemets, parce que pertinent, parce que oui, ça répond à ce qu'on dit, mais entre guillemets, parce que finalement, ça n'est que des algorithmes qui réfléchissent à la meilleure réponse possible. Et d'ailleurs, réponse qui, comme je le disais tout à l'heure, est faite pour nous caresser dans le sens du poil. Exactement. Ça, c'est important. C'est parce que l'IA, en général, est perçue par l'utilisateur, tout ce qui est robot conversationnel, comme une réponse qui est non contrariante, qui est sans jugement. Est-ce que ça, dans une démarche de psy, ça pose problème? Oui, parce que caresser dans le sens du poil, comme vous disiez. Il y a des gens quand même qui viennent dans mon cabinet et qui des fois me disent mais on sort pas tout le temps souriant de votre cabinet. C'est le principe de la thérapie en fait. Vous n'êtes pas là juste pour que je vous dise ce que vous avez envie d'entendre. Sinon, à quoi ça sert de venir? Et en fait, c'est ça qui est important à entendre, c'est que notre rôle des fois en tant que thérapeute, c'est un peu de secouer le patient. C'est de l'écouter, mais c'est aussi des fois de le mettre face à ses symptômes, à ses résistances, à ses répétitions ou des choses comme ça. Et d'ailleurs de travailler aussi sur nous, notre côté humain. Ça veut dire ce qu'on ressent face à notre patient, ce qu'on associe ou des choses comme ça. Ce qu'une IA est incapable de faire. Et en fait, c'est là où, non, un psychologue ne pourra jamais être remplacé par une IA parce que, en fait, ce qui fait la spécificité de notre métier, c'est que c'est un métier humain. Et en fait, c'est un métier qui joue sur la question de l'intelligence humaine, de l'émotion, de l'empathie ou autre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'IA n'a rien de tout ça. Et c'est là où c'est un peu... Il y en a beaucoup qui disent que le mot intelligence artificielle pose problème parce que c'est pas de l'intelligence au même sens que nous. Et c'est pour ça que souvent, on le dit aux gens, mais vous savez, l'objectif, c'est pas que l'IA soit plus intelligente que nous parce que, en fait, c'est une autre type d'intelligence. Ce n'est pas la même manière de faire, ce n'est pas la même manière de penser, de travailler justement comme notre cerveau le fait. Et ça, c'est très important à entendre parce que même si l'IA devient de plus en plus douée dans la simulation, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle nous comprend, on a l'impression qu'elle s'attache à nous. Ce ne sont en fait que des chiffres et des lettres et finalement après des mots qui en effet sont suffisamment bien tournés pour qu'on ait cette illusion-là. Mais il faut jamais sortir en fait du champ de l'illusion et c'est pour ça que, comme je vous disais, vu que tout le monde peut tomber dedans, il y a pour moi une importance vraiment forte à ce qu'il y ait un cadrage éthique et législatif autour de ces outils-là pour justement éviter les dérives. Dans votre profession, est-ce que vous avez des séminaires, des colloques pour discuter de la place de l'IA dans vos thérapies ?
Quand on bosse sur une nouvelle technologie en psycho, ça peut prendre un peu du temps à apparaître, surtout qu'en plus, bon là c'est quelque chose de très récent. Donc il y a quand même des séminaires qui s'y intéressent. Moi d'ailleurs avec un copain, j'anime un séminaire à ce sujet-là. Il y a des colloques des fois où on peut intervenir qui abordent ce sujet. C'est pas encore le truc le plus visible partout en France, mais il y en a quand même. Il y a des acteurs du champ de la clinique ou de la science ou de la recherche qui justement s'intéressent à ce sujet. Donc on voit que ça émerge et heureusement, mais voilà, faut encore s'y mettre quoi. Vous, dans votre quotidien de thérapeute, l'IA, ça change quelque chose? Est-ce que ça peut vous aider dans certaines thérapies, certaines approches? Est-ce que ça peut vous assister dans vos tâches professionnelles? Non. Alors, je pense que certains psychologues qui, par exemple, travaillent d'une autre manière que moi, par exemple avec des protocoles ou avec des dispositifs déjà pensés ou autres, là, peut-être que l'IA peut aider, mais on est plus sur, en fait, un travail technique que sur un travail psychique. Et sur le côté technique, peut-être que l'IA va pouvoir venir faire quelque chose. Je pense par exemple, vous savez, je sais pas moi, à des protocoles bien définis qu'on propose aux patients, comme des exercices de respiration ou des choses comme ça, ce que certains thérapeutes mettent en place. Là, on est plus sur une technicité de la pratique que sur vraiment quelque chose de l'ordre du clinique. Ça veut dire du travail avec le patient. Et donc là, en effet, peut-être que, et je suis pas assez spécialisé dans ce domaine-là, donc il faudrait interroger d'autres psys pour voir. Mais en tout cas, nous, dans le travail qu'on mène quand on est psychologue clinicien, et notamment d'orientation analytique, c'est qu'on travaille sur ce que le patient nous apporte, sur ses mots, sur la manière de le verbaliser, sur aussi la manière de se tenir, de se positionner, les associations qui se font d'idée en idée, et justement sur le lien qui se joue en fait entre le thérapeute et le patient. Et en fait, le truc, c'est que chaque patient, du coup, à ce moment-là, est unique et que ce qui importe, c'est bien plus comment est-ce que les choses sont vécues et sont pensées et quels sont les liens qui vont pouvoir se faire que une simple technique qui peut être remplaçable. Et je pense que les gens en sont conscients parce que l'exemple parfait, c'est quand la série En thérapie est sortie sur Arte, elle a explosé les records d'audience. La série Bref 2, Bref saison 2, qui a eu un énorme succès aussi, et qui est génial, qui aussi est une très bonne vitrine sur qu'est-ce que peut apporter une thérapie en vrai. On voit en fait que c'est le côté humain dans tous ses côtés. Ça veut dire aussi bien le côté humain dans notre rapport empathique et émotionnel que aussi dans les difficultés qu'on peut avoir et dans les symptômes qui apparaissent chez les humains qui intéressent les gens. Et ça, en fait, l'IA ne le fait pas. Si on est aujourd'hui dans votre cabinet, c'est parce que vous travaillez aussi en hôpital de jour. Et je voulais parler de ça avec vous. Vous faites partie des psys qui utilisent des nouvelles technologies comme outil de médiation thérapeutique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi un outil de médiation thérapeutique et quel cas d'usage concret vous? La médiation thérapeutique, c'est le principe d'utiliser un objet tiers ou un tiers tout court dans la relation entre le patient et le thérapeute pour pouvoir permettre justement d'accompagner un petit peu le travail psychothérapeutique. Pour faire très simple, quand vous êtes avec par exemple un enfant, vous savez que vous n'allez pas avec un petit enfant lui demander de vous parler de sa vie, d'être assis face à vous et de jouer uniquement sur le langage. Ça marche bien avec les adultes ou les grands ados. Mais avec les enfants, il y a besoin de passer par autre chose. Et donc, on passe par les jouets, les poupées, le dessin, la pâte à modeler ou autre. Tous ces outils-là, c'est ce qu'on appelle de la médiation thérapeutique. Donc, le jouet, le pâte à modeler, donc tout ce que les gens savent de base. Quand vous amenez votre gamin chez le psy, vous savez très bien que le psy va souvent jouer avec lui, dessiner ou autre. Moi, je suis spécialisé aussi dans la clinique des TSA, donc des troubles du spectre autistique, et qui est une clinique en fait où les médiations thérapeutiques sont très utilisées. Justement parce que on est avec des jeunes qui ont des difficultés telles que interagir en face à face et par le dialogue seul, c'est pas possible. Et en fait, les médiations thérapeutiques, il y en a pléthore. Et j'aime beaucoup personnellement, et donc d'ailleurs c'est pour ça que j'en fais depuis toujours dans mon hôpital de jour, que là je coordonne le DU Art et Médiation Thérapeutique à l'Université de Paris aussi, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Et en fait souvent on utilise aussi pas mal les activités artistiques comme médiation, donc la danse, le modelage, les arts plastiques, l'écriture, l'art de rue, la musique ou autre. Et en fait,
Moi, j'ai voulu me spécialiser depuis pas mal d'années maintenant sur la question de l'usage des nouvelles technologies en tant que médiation thérapeutique. Donc, je me suis beaucoup servi des jeux vidéo en thérapie, mais également des tablettes tactiles et après, comme je disais, des robots sociaux ou de plein de petits différents. Et là, actuellement, je commence à m'intéresser à l'IA générative. Alors là, je m'en sers vraiment, moi, plutôt avec les jeunes, comme je disais, qui ont besoin d'une médiation thérapeutique pour pouvoir interagir avec moi. Ça veut dire que quand je reçois un ado au cabinet et que l'ado est capable largement de parler, je vais pas me servir d'une médiation et donc ni de l'IA générative, ni de la danse, ni du dessin, voilà. Mais par contre, avec... Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme cas concret ? Ça veut dire que les gamins, dans leur semaine, ils ont un emploi du temps. Et par exemple, le mercredi à 10h, c'est l'atelier jeux vidéo. Il y en a 4 qui vont à l'atelier jeux vidéo une fois par semaine. Là où le mardi à 15h, c'est le temps de psychodrame. Le vendredi matin, c'est l'atelier théâtre. Et le vendredi soir, il y a l'atelier ChatGPT. Et l'atelier ChatGPT... qu'est-ce qu'on y fait dans cet atelier ? En fait, on a quelques jeunes qui sont là et qui sont des jeunes, en fait, qui ont des capacités de verbalisation, donc qui arrivent en fait à avoir quand même à dire des mots, à verbaliser des choses, et qui ont souvent en fait une certaine imagination, parfois débordante, donc il faut réussir à cadrer un peu, ou d'autres qui est un peu vide, un peu très collé en fait à ce qu'ils consomment sur les écrans, mais où ils sont pas capables même de pouvoir en sortir un petit peu. Et en fait, moi, je me sers de l'IA générative notamment pour créer des images avec eux, donc leur permettre en fait de dessiner là où en fait eux ils n'ont pas les compétences on va dire motrices nécessaires pour pouvoir vraiment dessiner ce qu'ils ont en tête. Donc en fait ce sont des jeunes qui très souvent sont plutôt dans du gribouillage ou des dessins très basiques parce que je travaille avec des jeunes qui ont aussi un très grand retard développemental et retard cognitif, et du coup en fait l'idée c'est de les aider un petit peu à créer des images de ce qu'ils peuvent avoir en tête, donc et ensuite d'essayer de rendre ça un peu plus narratif en créant des histoires à partir de ces images, donc des petites bandes dessinées ou des choses comme ça, et de faire des actions en groupe pour essayer ensemble de créer une histoire commune à travers des images qu'on crée via des mots. Donc ça fait partie de la thérapie pour vous, que vous les aidiez, ou c'est le processus de création qui est la thérapie ? Ce qui est thérapeutique, c'est le lien avec le thérapeute et le processus de création pris dans la relation thérapeutique. C'est ça qui est thérapeutique, parce que c'est le même principe que quand vous recevez un enfant qui dessine, c'est pas la feuille et le crayon qui sont thérapeutiques. C'est pas le fait de dessiner qui est thérapeutique, c'est le fait que ça se passe dans une relation thérapeutique où le psy va en dire quelque chose, va le recevoir, va le reformuler, va permettre aux jeunes de pouvoir récupérer ce qui a été dit par le psy et de s'en resservir plus tard. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que du coup, sinon, tout jeune qui dessine ou tout jeune qui joue à la poupée, pourrait dire je fais de la thérapie. Donc non. Et là, en fait, c'est pareil. C'est pas ChatGPT qui va être thérapeutique, c'est plutôt le processus créatif qui est permis par l'IA générative à partir du moment où c'est encadré par un adulte thérapeute qui en fait quelque chose, qui en dit quelque chose et qui rentre ça dans une relation humaine. D'accord. Qu'est-ce que vous utilisez d'autre à part ChatGPT ? J'utilise aussi d'autres intelligences artificielles, mais qui sont dans le même but. Ça veut dire que ChatGPT va être lié à DALL-E qui me permet de faire des images. On utilise Suno aussi pour faire de la musique, dans le même principe. Là, j'en utilise une autre là qui s'appelle Hailiulaï, je crois, un truc comme ça, donc qui fait des vidéos à partir d'images. Mais en fait, l'idée c'est de toujours utiliser le même principe. Ça veut dire partir d'une explication par des mots pour créer quelque chose, soit une musique, soit une vidéo, soit une image, quoi. Est-ce qu'il y a dans d'autres circonstances, dans d'autres cas d'usage où vous utilisez l'IA générative en ce moment ? Je m'en suis servi une fois pour un ado au cabinet qui en fait était un jeune qui était un jeune, vous savez, un peu le cliché du jeune de banlieue qui parle comme un jeune de banlieue, qui était super touchant et qui avait très très envie en fait d'aller loin, et sauf que qui était très souvent rejeté par sa manière de parler, par ses difficultés en langage ou des choses comme ça. Et on était à une période où il fallait trouver un stage, et du coup c'était difficile pour lui parce que souvent il avait un côté où quand il amenait son CV dans une entreprise, très vite on lui disait non juste par la manière dont il était fringué ou autre, et où là je lui ai appris à servir de ChatGPT pour écrire des lettres de motivation comme les autres entreprises aiment bien les voir, quoi. Ouais, donc là vous étiez plus un coach qu'un psy. C'est ça. Non, ça fait aussi partie de notre travail de psy de faire ça, vous savez.
Parce que justement, c'est de pouvoir entendre la personne en face de vous pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle donne à voir. Et des fois, dans notre travail, on a aussi à s'adapter en fonction de ce que le jeune nous donne à voir, quoi. On arrive à la fin de cette discussion. J'aurais une dernière question, Olivier Dury. Ce serait, pour vous, est-ce qu'il y a une IA qui n'existe pas encore et dont vous auriez besoin ? Non, je pense pas. Besoin, non, pas du tout. Il y a des IA peut-être qui existeront un jour qui seront marrantes, qui permettront de faire des choses ou autres. Qui sait, peut-être que on sera surpris plus tard. Mais par contre, besoin, non, au contraire. Je pense que là, nous, ce dont on a besoin, c'est plutôt de politiciens qui prennent en compte les problématiques de la santé mentale, qui arrêtent de charcuter les postes des psys et qui enfin se rendent compte que les psys sont utiles et les autres soignants aussi. Donc nous, on a plutôt besoin d'une meilleure prise en compte du monde politique que d'une solution technologique qui en fait ne fait que mettre un pansement sur une jambe de bois, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier Dury. Merci de nous avoir accueillis dans votre cabinet. Et merci à vous. Et bonne continuation. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi, qu'il vous inspire, vous fait réagir, vous fait réfléchir aussi. Si c'est le cas, je vous invite à partager l'épisode avec vos proches, vos collègues, à vous abonner et à me laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, souvenez-vous, il y a encore du taf.